Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur! À mort, les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Merci. Ben, merci à vous, parce que je pense que les élèves ont pu découvrir un film peut-être auquel ils ne s'attendaient pas. Quand on choisit un film d'animation, on espère toujours qu'il sera reçu comme il se doit et qu'il n'y aura pas d'a priori sur ce que c'est qu'un film d'animation. Animation is cinéma, je vous rappelle quand même. Et donc, c'est important aussi que les élèves découvrent ça très tôt. Est-ce que vous avez des questions ? Une question. Ah, bah, plein. Ah, ça y est. Est-ce qu'il y a des micros qui circulent ou pas ? Alors, en attendant, je voulais vous féliciter pour la sélection, parce que, à part Burn, que je n'ai pas vu, ce ne sont que des bons films. Donc, je ne parle pas du mien, parce que c'est malvenu, mais les autres, en tout cas, sont hyper bien. Donc, bravo. On est dans un bon groupe. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de m'avoir accordé la parole. Je voulais plutôt vous poser une question personnelle par rapport, qui va revenir à vos choix du coup de réalisation. Je voulais savoir quel était votre film préféré durant votre jeunesse entre les 15 et 18 ans, et est-ce que vous allez souvent au cinéma pour nous dire honnêtement votre style et vos goûts. Alors, entre 15 et 18 ans, c'est ça, hein, vous m'avez demandé entre 15 et 18 ans. Entre 15 et 18 ans, non, donc c'était dans les années 20. Entre 15 et 18 ans, il y a deux réponses. Il y a la réponse cahier du cinéma, donc c'était Mourir à Venise. Et puis, non, réellement, j'allais voir des comédies essentiellement. En fait, en vrai, j'habitais à Paris, enfin, j'habite toujours à Paris, mais j'habitais pile entre deux, les grands boulevards. Entre deux endroits. Les Grands Boulevards, qui est une grande avenue de Paris, qui à l'époque, il y avait des cinémas tous les 40 mètres. Et il y avait aussi bien des films de karaté que des westerns, que les James Bond, et les films d'action et les films en première exclusivité, ce qu'on appelait première exclusivité, donc les films récents. Et à équidistance de chez nous, mais de l'autre côté, il y avait une salle d'arrêt-essai qui s'appelait l'Action Lafayette, où il y avait que des vieux films. Et en fait, je me promenais entre l'un et l'autre. Donc je voyais aussi bien des John Ford et des Marx Brothers et des Fred Astaire que les films de Pierre Richard, par exemple, que j'aimais beaucoup. Et je crois qu'au final, j'ai essayé d'être fidèle à ces deux endroits. Et j'ai toujours essayé de faire un cinéma qui potentiellement aurait pu passer dans les deux salles, quoi. Voilà. Je préfère nettement être sur les grands boulevards, mais il y a quelque chose de d'assez il y a une espèce d'exigence à se dire aussi de pouvoir faire du cinéma et pas seulement de la séduction de masse, voilà. Ce qui est parfois le cas des films des grands boulevards. Voilà. Merci beaucoup.
Comment vous avez fait pour que Jean-Louis Trintignant il accepte de prêter sa voix, sachant qu'il est mort en juin 2022 et que le film il est sorti en novembre 2024 ? Alors j'ai un arrangement spécial avec... Eh bien, tout simplement, ça va vous paraître fou, mais on l'a enregistré bien avant. C'est la première chose que j'ai faite. À peine on a fini l'adaptation du livre avec Jean-Claude Grimbert, il y avait cette voix du narrateur que je tenais absolument à garder. Et très vite, je dis, c'est Jean-Louis Trintignant qui doit faire cette voix. Et à peine on a fini, on a appelé Jean-Louis Trintignant, je lui ai envoyé. C'était un monsieur qui était âgé, il devait avoir 90 ans, je crois, à l'époque. Il était déjà aveugle, il était malade. Et donc, il a dû apprendre le texte à l'oreille. Il m'a demandé de l'enregistrer. Enfin, d'abord, sa femme lui a lu. Il a beaucoup aimé, ça a résonné à beaucoup de choses de son enfance à lui. Et du coup, sa femme lui a lu, je lui ai envoyé, je lui ai enregistré, comme il me l'a demandé, la voix. Et il l'a prise par cœur avec l'aide de sa femme, Marianne. Et un jour, il nous a appelés. Donc moi, je lui parlais régulièrement, je descendais le voir parce qu'il habitait à côté d'Uzès. Et un jour, il nous a appelés, il nous a dit « c'est bon, je suis prêt ». Et donc, on est descendu. On a loué un studio d'enregistrement vers Avignon et on a été enregistré là-bas. Et je dois dire que c'était un moment très, très émouvant, et pour Patrick et pour moi, de voir ce vieil homme qui disait un texte écrit par un autre vieil homme, bon, réalisé par un jeune homme, mais écrit par un vieil homme, Jean-Claude Grimbert, et qui s'adressait aussi à des enfants. Et il y avait quelque chose de l'ordre un peu du testament moral, parce que c'est vraiment un texte très humaniste. C'est un texte qui ne parle que d'amour. Et en fait, c'était beau de voir cet homme, qui est un homme que les Français ont adoré. Enfin, je pense que vos parents et vos grands-parents ont aimé Jean-Louis Trintignant, il l'aime encore. C'est l'avantage des acteurs, c'est qu'il y a un endroit où ils sont éternels. Et cet homme-là qui laissait ce message, sachant très bien que c'était son dernier film, puisqu'il refusait tout à ce moment-là. C'était très beau. Et quand le film a été enfin fini, il a fallu 6 ans pour faire ce film-là. Et quand le film a été enfin fini, donc moi, pendant toute la production du film, pendant toute la fabrication, qui était donc très longue, vous l'avez compris, j'avais dans mon téléphone, et j'ai encore dans mon téléphone, les enregistrements de Jean-Louis. Donc je les écoutais, je les faisais écouter aux animateurs aussi pour qu'ils comprennent l'esprit du film. Et quand le film est sorti, vous avez raison, il était mort depuis 1 an et demi, 2 ans, je crois. Et l'histoire du film, c'est quand même l'histoire du père, en tous les cas, c'est l'histoire de quelqu'un qui va au royaume des morts et qui en ressort. Ce qu'on appelle un fantôme. Et quand les gens entendaient la voix de Jean-Louis Trintignant, et notamment la dernière voix, c'était un autre fantôme qui rentrait dans la pièce. Il y avait quelque chose qui était assez troublant dans les salles de cinéma. J'ai une question du coup, parce que La plus précieuse des marchandises a été réalisée en 6 ans, vous aviez dit. En 5 ans, mais enfin sur 6 ans, en 5 ans, oui. Oui. Mais du coup, est-ce qu'il y a une raison de prendre autant, genre plusieurs années comme ça, outre peut-être le temps d'animation? J'aurais adoré le faire en 1 an. Hein. Même, j'aurais adoré le faire avec de l'IA en 3 jours. Mais d'abord, il y a double raison. Il y a une raison qui nous a fait nous arrêter, qui était le Covid. Et qui a fait qu'on a dû s'arrêter. On devait s'arrêter 8 mois parce qu'on n'avait pas de financement. Le financement du film a été bloqué. Du coup, Patrick m'a dit on va s'arrêter 8 mois. Et en fait, moi, j'avais la possibilité de faire un film en 11 mois, qui est un film qui s'appelle Coupé, qui est une comédie. Et donc, je lui ai dit écoute, ce ne sera pas 8 mois, ce sera 11 mois. Donne-moi un bon de sortie de 3 mois. Il m'a dit d'accord. Et ça m'a fait un bien fou d'aller faire une comédie ultra déconnante et tout ça, et de revenir ensuite à ça. Et la raison objective, c'est que c'est très très long. C'est-à-dire que c'est de l'animation traditionnelle. Tout est dessiné à la main. Donc c'est très long en fait. Et donc voilà. Et le sujet demandait un soin particulier. Le désavantage, c'est que vous avez l'impression que c'est un tunnel sans fin. L'avantage, c'est que vous avez le temps de réfléchir. Donc voilà. Donc
j'assume toutes les images et tous les sons de ce film-là, puisqu'ils ont tous été créés, il n'y a rien qui vient de l'extérieur, et tout est le fruit d'un choix. Dans un film d'animation, à la différence d'un film en prise de vue réelle, ce à quoi je suis habitué normalement, tout est choix. Voilà. La forme des nuages est un choix, la forme des arbres est un choix, la couleur des arbres ou de la barrière est un choix. Voilà. Donc, voilà. Mais ça prend du temps. J'ajoute que dans ce temps-là, Michel a fait quelque chose qui ne se fait pas souvent dans le film d'animation, mais qu'il a tenu à faire parce que c'était aussi son premier film d'animation, c'est qu'il a tourné le film avec des acteurs. Il l'a tourné comme un film traditionnel en réel. On a tourné ça avec une équipe de 4 personnes, je crois. 4 personnes sur quasiment avec un 5D dans le bois de Vincennes. Donc la forêt du film, c'est le bois de Vincennes. On a tourné à l'intérieur du théâtre de l'Épée de Bois avec 3 comédiens, un faux bébé. La neige, c'était des grandes boules qui étaient dans un bac. Et Michel a tourné ça en 13 jours, 14 jours, je crois. L'a monté en 2 mois, mais à l'arrivée, le film, c'est quasiment plan par plan le film tel qu'il est en animation. Donc il était fait, mais en même temps, ça a beaucoup aidé pour toi, pour le... Pardon, je te coupe, mais un des problèmes pour moi d'aborder l'animation, c'est qu'il n'y a pas de montage à proprement parler, puisque chaque image est compliquée, donc vous n'avez pas plusieurs choix de prises, ou des prises que vous... Chaque plan est compliqué à faire. Moi, dans ma pratique du cinéma, le scénario est une première phase d'écriture, le travail sur le plateau est une deuxième phase d'écriture, et le montage est la finalisation de l'écriture. Si je n'ai pas le montage, il y a un truc qui me manque dans l'écriture cinématographique. Donc j'ai voulu faire ça pour aller au bout de ce truc-là et pour pouvoir essayer des choses en me disant, mais comme ça, moi, ma première idée, c'est que l'actrice sourit. Mais qu'est-ce qui se passe si elle ne sourit pas, en fait? Et donc d'essayer des choses, des enchaînements émotionnels, des enchaînements de séquences, raccourcir une séquence, etc. Voilà, ça c'est le montage, et donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ça. Moi j'avais une question. Quand on voit vos précédents films, il y a beaucoup de comédie, etc. Et donc je voulais savoir comment vous avez réussi à gérer la transition entre le comique et le côté tragique de ce film-là, du coup. D'abord, j'ai fait des comédies, c'est essentiellement mes comédies qui ont marché, mais j'ai pas fait que ça. J'avais fait un documentaire sur le génocide rwandais, j'ai fait un film sur la guerre en Tchétchénie, j'ai fait des films différents. Et voilà. Mais là, je dois dire que le choc, ça a été le livre de Jean-Claude Grimbert, quand il m'est arrivé dans les mains et que j'ai lu ce livre. Pour l'anecdote, Jean-Claude Grimbert, c'est le meilleur ami de mes parents depuis qu'ils ont 16 ans. Donc ça fait plus de 70 ans qu'ils sont copains. Et donc je l'ai toujours connu. Et je connais son travail, etc. Mais tout d'un coup, après 65 ans d'écriture sur ce sujet-là, Jean-Claude Grimbert est arrivé à une œuvre qui, pour moi, était complètement exceptionnelle. Elle était exceptionnelle d'abord parce qu'elle avait une simplicité, une modestie dans l'histoire qui contrastait avec la puissance des forces qu'il mettait en jeu et de ce que ça racontait. Exceptionnel aussi parce que c'était écrite sous la forme d'un conte. Comme dans tous les contes, les personnages n'ont plus de nom, l'époque est à peine définie, etc. Et ce qui rend tous les personnages universels. Quand les personnages sont universels, c'est plus une histoire. Quand on parle du génocide juif ou de n'importe quel conflit, il y a des gens qui sont concernés en premier lieu, et la majeure partie des gens ne sont pas concernés parce qu'ils sont ni juifs, ni allemands, ni antisémites, ni juifs. Ils considèrent que ça ne les concerne pas. Quand vous enlevez le mot juif, le mot nazi, le mot antisémite, etc., et que vous racontez un homme, une femme, un enfant, vous êtes forcément concerné. Et la question de savoir qui est qui, à quelle communauté vous appartenez, etc., elle n'existe plus, elle explose. Vous n'avez qu'un rapport humaniste aux choses. Donc ça, pour moi, c'était assez exceptionnel. Et l'autre chose, c'est que moi, je viens d'une famille de juifs d'Europe de l'Est qui a payé son lot pendant cette tragédie, qui a été le génocide juif. Mais j'ai jamais voulu raconter, j'ai jamais voulu faire un film là-dessus parce que je considère que c'est pas mon histoire personnelle et je suis plus porté vers la comédie. Comme je disais tout à l'heure, j'allais plutôt voir les films de Pierre Richard que les films qui parlent de la Shoah. Et je ne suis pas très porté sur les films qui parlent de la Shoah.
Parce que la plupart d'entre eux, d'une part, sont dans un esprit de ce qu'on appelle le devoir de mémoire. C'est-à-dire une manière, il faut se rappeler. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut se rappeler à tout prix. Il y a des gens qui ont besoin de connaître cette histoire-là, mais je ne demande à personne de se rappeler. Au contraire, je trouve que cette histoire-là, elle n'est pas sur le passé, elle est plutôt sur le futur. Pour m'expliquer, quand on fait un film d'animation, on s'adresse aussi à des enfants. Vous êtes plus des enfants, mais il y a eu des enfants de 7 ans qui sont venus 9 ans, 10 ans. Quand vous vous adressez à des enfants de 7 ans et 9 ans et que vous leur racontez ce qu'est cette histoire, c'est-à-dire cette histoire, elle raconte quoi ? Elle raconte un truc très simple qui est, même si le monde s'écroule autour de vous, vous avez toujours la possibilité de faire un choix. Le choix d'être une bonne personne. C'est l'histoire de ce bûcheron qui fait un choix et qui va contre son époque, contre son environnement, il va faire un choix. Ce que va découvrir la bûcheronne, c'est aussi que le choix, il appartient à chacun d'entre nous. C'est un choix humain, ça ne vient pas des dieux, c'est chacun d'entre nous qui faisons des choix. L'autre chose qui me semblait aussi extrêmement importante pour l'avenir, encore une fois, et pas se tourner vers le passé, c'est que moi, je fais partie d'une génération. Vous parliez des films d'animation que moi j'ai vus, enfin, je crois que vous en parliez quand j'étais petit, etc. À mon époque, les films d'animation, c'était souvent Disney. Et quand c'était pas Disney, c'était chiant déjà, mais non, mais c'était un peu des ersatz de Disney. C'était un peu toujours sur le même schéma. On a appris à peu près à toutes les filles de mon âge qu'elles allaient rencontrer un prince charmant. On a appris à tous les garçons de mon âge que si on était brave et fort, on gagnerait à la fin. Ça fait des adultes très désillusionnés. Ça fait des adultes qui se rendent compte qu'il n'y a pas, mais il n'y a pas des princes charmants pour toutes les femmes et il n'y a pas des victoires morales et éthiques pour tous les hommes. La vie est beaucoup plus complexe que ça. J'aurais aimé, moi, enfant, qu'on me dise la vérité. Et je crois qu'on est beaucoup dans ce cas-là parce qu'en fait, c'est un truc qu'on a réservé aux adultes. L'histoire qu'a écrite Jean-Claude Grimbert, elle est sur un fil que moi j'ai trouvé exceptionnel, qui était on va vous dire la vérité, on ne va pas vous traumatiser, on va le faire avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, mais on va quand même vous dire la vérité. Dans le cas de la Shoah, dans le cas des camps de concentration et d'extermination, cette vérité, elle est impossible à dire. Je m'éloigne un petit peu de votre question, mais bon, c'est pas grave. Elle est impossible à montrer. Elle est impossible à montrer parce qu'elle est tellement violente, elle est tellement obscène qu'elle déroge avec les lois du spectacle. Ce que j'ai fait moi, c'est un spectacle. Donc je ne peux pas vous dire la vérité. Le seul truc, mais je ne peux pas vous mentir non plus. Donc la seule voie qui était possible, c'est la voie de l'évocation, de la suggestion. Et en fait, l'animation permet ça. L'animation, parce qu'elle n'est pas attachée à du réalisme, comme le sont les films en prise de vue réelle, elle permet d'évoquer, elle permet de suggérer, elle permet pour qui veut de s'intéresser plus à cette histoire et de comprendre ou de toucher du doigt jusqu'où l'âme humaine peut aller, dans le pire comme dans le meilleur. Encore une fois, sur cette histoire de conte, le fait que les personnages n'aient pas de nom, on sait pas, les Juifs sont appelés les sans-cœurs, mais donc les adultes savent de quoi on parle, mais c'est quand même une allégorie. Ça permet de s'identifier à tout le monde, en fait. C'est-à-dire, vous n'êtes pas du côté de l'un, de l'autre, etc. Et un conte, il vous dit quoi ? Il vous dit que vous êtes potentiellement, nous sommes potentiellement, je suis potentiellement un tueur, je suis potentiellement une victime, mais là où cette histoire est très belle, selon moi, l'histoire de Jean-Claude, c'est que je suis aussi potentiellement injuste. Et de le savoir, et que les jeunes générations le savent, me semblait valoir la peine de s'engager pour 6 ans de travail. Juste pour compléter ce que vient de dire Michel, il se trouve qu'il y a un mois, j'ai été présenter le film à Courbevoie au cinéma à Belgance devant des classes, parce qu'on fait de temps en temps, Florence, Michel et moi, des rencontres avec des adolescents ou des enfants, des classes. Et là, c'était des enfants de 2 classes de CM2. C'est très jeune, hein, ils avaient 10 ans, quoi. Et le débat était formidable, ils ont posé plein de questions, il y avait tous ceux qui avaient tout compris, d'autres qui avaient moins compris, mais c'était très vivant, très, très joyeux. Et au bout d'une demi-heure, ils sont partis et ils sont passés devant moi. Il y en a qui disaient au revoir, qui étaient un peu timides, et puis il y a un petit gars, comme 3 pommes,
très vraisemblablement venant d'Afrique francophone, qui s'est approché de moi, qui n'a pas dit un mot, qui m'a regardé bien droit dans les yeux et qui m'a juste fait un gros câlin. Sans dire un mot, et ensuite il est parti. Pardon. Non, il y a une autre anecdote qui nous est arrivée aussi, parce que j'ai eu pendant les débats, j'ai fait beaucoup de ce qu'on appelle les scolaires, donc des projections devant, c'est Jean-Baptiste Davy qui est ici présent, qui a organisé tout ça. J'ai fait à Montélimar, il y avait 650 gamins, et je peux vous dire qu'à la fin de la projo, alors c'est des gamins qui venaient de villages, de banlieues défavorisées, de trucs, c'était vraiment compliqué. À la fin de la projo, il y en a pas un qui a rallumé son téléphone, il y avait un silence, les questions étaient géniales. Mais souvent, j'ai eu chez les adultes mais vous ne croyez pas que c'est quand même un peu traumatisant pour les enfants, parce que vous dites que c'est pour les enfants, aussi pour les enfants, mais c'est quand même un peu traumatisant, etc. Il y a 2 mois et demi, on était à New York, on a fait une projection là-bas, et on a eu cette réflexion d'un type qui est venu nous voir, francophone, et qui nous dit... le film est formidable, etc. Mais je regrette un peu, parce que je suis venu avec ma fille de 12 ans, j'espère que ça n'a pas traumatisé. Et donc on lui dit, elle est où ? Elle était là, on lui dit, on va lui demander. Donc elle s'approche, et on lui dit, mais t'as retenu quoi, toi, du film ? Et elle a dit, ce que j'ai retenu, c'est que je dois mieux aimer mes parents. Donc j'ai cru que quelqu'un allait applaudir. C'est cool. Mais donc voilà, le film, effectivement, il est sur cette ligne-là. Il est audible pour les enfants. C'est pas un film pour les enfants. C'est pas Lilo et Stitch, mais il s'adresse aussi aux enfants. Est-ce que quelqu'un... Alors, il ne reste même pas en vrai, on est déjà un peu en retard, mais est-ce que quelqu'un serait extrêmement malheureux s'il ne posait pas sa question, et dans ce cas-là, qu'il lève sa main ou se taise à jamais ? Ah, là, il y a quelqu'un qui serait très très malheureuse, donc on va lui donner... Il y a 2 personnes, et en fait, elles ont quasiment la même paire de lunettes, ce qui est assez fou, parce qu'elles ne sont pas... Alors, on va voir la longueur de la question et la longueur de la réponse, mais... Non, je vais essayer de faire ma dernière réponse. Je vais essayer d'être concise. Bonjour, merci tout le monde. Je voulais savoir, donc vous en avez parlé, l'animation vous a permis d'accéder à un public beaucoup plus large, et j'imagine que vu la qualité esthétique du film, vous avez eu beaucoup de retours positifs. Mais est-ce que vous avez eu des retours en particulier qui vous ont personnellement ému ? Je pense par exemple à des familles de rescapés, etc. Est-ce qu'il y a des des retours qui vous ont prouvé que vous avez bien fait de vous engager dans cette démarche ? Les deux exemples qu'on vient de vous donner, il y en a eu beaucoup. En fait, pour moi, c'était les scolaires qui étaient les plus touchants, parce que, comme je vous disais, pour moi, ce film est plus un pari sur l'avenir qu'un devoir de mémoire. Mais je dois dire qu'à Montélimar, d'ailleurs, toujours dans cette même salle, il y a un type qui est venu, et c'était après tout le débat, etc. C'était un type de 70 ans, il est arrivé, et il n'a pas pu parler. Et il m'a juste pris le bras comme ça, et il est parti. Merci. Il y avait la jeune fille là-bas qui avait les mêmes lunettes. Quelqu'un qui aurait été très malheureuse. Pas très malheureuse, mais très timide. Elle a fait juste comme ça. Vous pouvez faire passer le micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander comment vous avez eu l'idée d'appeler les Juifs les sans-cœur. Et si, comme de base ça vient d'un livre, si vous savez si l'auteur du livre, comment il a eu l'idée de les appeler sans-cœur, si c'est pas vous. Alors c'est dans le livre de Jean-Claude Grimbert. Moi j'ai vraiment essayé d'être la voix cinématographique de Jean-Claude Grimbert, qui lui est un écrivain. Et donc j'ai vraiment prolongé son geste. Je ne vais pas demander comment il a eu l'idée. Ma théorie, c'est qu'il a mis 60 ans à écrire ce texte. Mon interprétation à moi, c'est que dans tous les conflits, et je me suis intéressé de plus en plus à des conflits. Et ma théorie, c'est que... c'est pas ma théorie, ma compréhension, c'est que dans tous les conflits, quand un soldat ou quand un être humain est amené à tuer d'autres êtres humains, ce qui n'est pas du tout naturel, il est préférable de déshumaniser les personnes que tu dois tuer, parce que sinon, ça fait de toi un meurtrier. Donc, par exemple, au Rwanda, on appelait les Hutus, appelaient les Tutsis les cafards. Les nazis appelaient
les juifs, les rats, toute une sorte d'animaux, etc. En Ukraine, où j'ai eu l'occasion d'aller, on appelle les Russes les orques. Les Russes ont tout un lexique pour appeler les Ukrainiens, mais aussi pour appeler les Tchétchènes, etc., pour déshumaniser. Voilà. Donc le sans-cœur, c'est l'expression, je dirais, c'est comme la matrice de la déshumanisation. Je pense que c'est une trouvaille qui est extrêmement juste et qui résume absolument tout ce processus de déshumanisation. Par ailleurs, le fonctionnement de la machine génocidaire nazie était une entreprise de déshumanisation du début à la fin. Et donc, c'est en ce sens-là que les sans-cœurs ont à la fois une réalité historique et, je dirais, philosophique par rapport à ce qu'est la guerre, et une valeur, je dirais, poétique et narrative qui est très belle et qui est complètement dans l'esprit du conte. Et une dernière chose qui m'a beaucoup touché, pardon, dans les réactions, je viens d'y penser quand vous avez parlé de Jean-Claude Grimbert. Jean-Claude Grimbert, donc il est né en 1939, et quand il avait 4 ans, son père a été déporté en 1942. Et en 1943, il habitait dans le 10e arrondissement, pas très loin d'ici, et il a été arrêté avec son grand frère qui avait 5 ans de plus que lui et sa maman. Et ils ont été emmenés au commissariat du 10e et pour une raison inconnue que lui-même ne comprend pas, ils ont été renvoyés chez eux. Et la mère a envoyé les 2 gamins dans le sud de la France pour ce qu'on appelait la zone libre, pour être à l'abri. Donc lui, il a vécu la guerre, mais brinque-ballé, mais dans l'ombre de son grand frère qui, lui, prenait toutes les décisions, etc., etc. Arrivé à l'âge de 25 ans, il a commencé à écrire sur la question, et donc ça fait, je vous dis, 65 ans qu'il écrit sur cette question-là. Ça fait 65 ans que son grand frère lui dit « c'est pas terrible ». Il a eu des succès mondiaux, il a eu des prix de partout, il a coécrit Le Dernier Métro, il a écrit une pièce qui s'appelle L'Atelier, qui a été jouée dans le monde entier, etc. À chaque fois, son frère lui dit « t'aurais pas dû, c'est pas génial ». Et quand il a vu le film, le grand frère, et donc il avait pas loin de 90 ans, il est sorti et il lui a dit « ah ben ça restera ». Voilà. Donc ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.